Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate Ifri TTSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme Amérique à l'Ifri. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, les événements dramatiques qui se déroulent en Israël et à Gaza depuis octobre dernier connaissent de nouveaux développements, puisqu'on voit désormais Israël et Iran s'en prendre ouvertement l'un à l'autre. Le 1er avril dernier, le consulat iranien à Damas a été ciblé par Israël, 16 morts. Les Iraniens ont riposté le 13 et 14 avril avec une vaste attaque de drones sur Israël qui a fait une blessée grave. L'escalade est possible entre ces deux puissances, nucléaire pour l'une, proche du seuil nucléaire pour l'autre. Alors comme disent les journalistes en panne d'inspiration, le monde retient son souffle. Enfin, ce qui est sûr, c'est que Washington presse la modération auprès de son allié israélien. On n'est pas très certain de la portée de ces appels américains, d'autant plus que les livraisons d'armes américaines se poursuivent pendant ce temps-là. En revanche, ce qui est sûr, c'est que l'attitude de l'administration Biden est observée de très près par les électeurs américains en cette année de campagne électorale. Il est donc venu le temps d'examiner cette attitude. Est-ce qu'elle a évolué depuis le 7 octobre dernier ? Comment et pourquoi ? Oui, Romain, notre sujet aujourd'hui, c'est l'alliance indéfectible entre Washington et Israël et le fait que cette alliance soit remise en question au sein du Parti démocrate de manière très vive depuis l'invasion de Gaza au lendemain des événements du 7 octobre. Alors reprenons depuis le départ. Cette alliance US-Israël, elle date de quand ? On va faire un petit survol rapide. Les États-Unis ont immédiatement reconnu l'État d'Israël lors de sa création en mai 1948, mais dans les années qui ont suivi, les deux pays n'étaient pas particulièrement proches. En 1956, lors de l'affaire de Suez, les États-Unis s'étaient opposés à l'alliance entre la France, la Grande-Bretagne et Israël contre l'Égypte. Après quoi, à la fin des années 50, c'est la France qui était la grande fournisseuse d'armes à Israël et qui l'a aidé à construire sa centrale nucléaire, enfin sa grande installation nucléaire civile, recherche et militaire à Dimona. Et alors quand est-ce que les États-Unis rentrent dans la danse ? Eh bien, ça s'est fait par étapes, avec d'abord la présidence Kennedy, qui était assez proche de Golda Meir, qui n'était pas encore Premier ministre, mais ministre des Affaires étrangères à cette époque-là. Les étapes suivantes, ce sont les deux conflits très structurants pour la situation d'Israël au Moyen-Orient, la guerre des 6 jours en 1967 sous Johnson et la guerre du Kippour en 1973 sous Nixon. À chaque fois, les États-Unis ont fini par s'impliquer, non pas directement aux côtés d'Israël, mais sous forme d'envoi de renseignements, de livraison d'armes, etc. Oui, justement, l'un des principaux éléments de cette alliance avec les États-Unis, c'est bien cette aide militaire. Oui, si on fait un instantané à la date d'aujourd'hui, 2024, on voit qu'il y a 3 éléments principaux. Le premier, c'est donc cette assistance militaire qui s'est mise en place au début des années 1970. Aujourd'hui, elle s'effectue dans le cadre d'un accord de 10 ans qui a été signé sous Obama en 2016, donc qui dure jusqu'à 2026. On parle d'une assistance militaire de 3 à 4 milliards de dollars par an. Le second élément, depuis le 7 octobre, ce sont ces très nombreuses livraisons supplémentaires. Alors la plupart n'ont pas été rendues publiques parce qu'elles étaient en dessous d'un certain montant. Il y en a quand même 2 qui ont été rendues publiques qui portent sur 250 millions de dollars. Ce sont surtout des bombes et munitions à guidage de précision qui ont été livrées. Troisième et dernier élément, c'est la négociation au Congrès américain aujourd'hui d'un contrat absolument géant de livraison de F-35, ce sont des avions de chasse. On parle de 50 à 75 avions pour un montant autour de 3 milliards de dollars. Ce contrat n'a pas de lien avec ce qui se passe depuis le mois d'octobre, c'est quelque chose qui est en négociation littéralement depuis des années. Mais parallèlement à ça, si on peut dire, ce qu'on voit bien, c'est que l'administration Biden a un autre agenda à l'heure actuelle, qui est de prêcher la modération face à Netanyahou, non ? Il y a tout un débat sur ces appels à la modération qui ont été exprimés par l'administration Biden, parce que on voit bien qu'ils ne fonctionnent pas du tout. Le gouvernement Netanyahou n'en tient pas compte. Néanmoins, assez tôt, Joe Biden, Anthony Blinken, le ministre des Affaires étrangères américain, et Jake Sullivan, le conseiller pour la sécurité nationale, se sont quand même inquiétés de la riposte très très forte à Gaza appliquée par l'armée israélienne. Ils ont participé à des négociations qui ont abouti à la mise en place d'un premier cessez-le-feu, c'était fin octobre, début novembre 2023, un cessez-le-feu pour des raisons humanitaires qui n'a pas été reconduit depuis. Il y a quand même eu quelques évolutions, quelques avancées dans ces appels. La première, les États-Unis ont quand même fini par s'abstenir sur une résolution de l'ONU appelant à un cessez-le-feu, c'était le 25 mars. Et donc ils ont permis l'adoption de cette résolution en réalité.
Absolument, après s'être opposé aux 3 résolutions précédentes, qui n'avaient donc pas pu passer. Une autre évolution, après les frappes israéliennes contre l'ONG World Central Kitchen, qui ont fait 7 morts parmi des humanitaires le 1er avril, on a entendu le président Biden, dans une conversation téléphonique avec Benjamin Netanyahou, laisser entendre en tout cas, que l'aide américaine pourrait être conditionnée à une évolution de la pratique israélienne dans la protection des civils et des travailleurs humanitaires. Et maintenant qu'on assiste à une escalade possible avec l'Iran, c'est ce que vous avez rappelé en introduction, on voit la Maison-Blanche être de plus en plus pressante dans ses appels à la modération, à la retenue, parce qu'il ne s'agit plus seulement de raisons humanitaires, mais de stabilité stratégique dans la région et peut-être même au-delà. Oui, mais vous nous avez rappelé dans plusieurs podcasts précédents qu'il y a quand même d'autres motifs, et en particulier des motifs intérieurs à cette affaire, et que la raison de ces appels et de cette distanciation relative de Biden face à Israël tient aussi à l'attitude des électeurs américains démocrates, non ? Et oui, c'est très important parce que cette situation au Moyen-Orient depuis octobre, c'est possiblement une catastrophe pour la candidature de Joe Biden. Parce que l'électorat démocrate est très partagé, avec une aile modérée traditionnelle qui tend à être plutôt pro-Israël, tandis que l'aile gauche du parti est très pro-palestinienne et de manière, j'ai envie de dire, très décomplexée. Enfin, pour ma part, je n'avais jamais vu une parole pro-palestinienne s'exprimer de manière aussi forte aux États-Unis du côté démocrate. Dites-nous en plus sur ces démocrates pro-palestiniens. La première chose à rappeler, c'est que aux États-Unis, la communauté arabe, la communauté musulmane et les Palestiniens sont des catégories de population vraiment très peu nombreuses. Elles sont présentes notamment dans le Michigan, on va en reparler, mais c'est vraiment pas eux qui font l'opinion dans le pays. Il faut surtout parler des étudiants, ceux qu'on a vus dans les campus en octobre manifester avec des slogans antisionistes qui ont été très souvent interprétés comme antisémites. C'est à la suite de ces manifestations que 2 présidents d'université, celle de Harvard et celle de UPenn, ont dû démissionner. Oui, d'ailleurs, vous aviez consacré un podcast très intéressant là-dessus le 13 décembre 2023, si ma mémoire est bonne, sur cette ligne de défense des présidentes américaines, qui était une ligne de défense sur la liberté d'expression, qui est évidemment le premier amendement, si je ne m'abuse, de la Constitution américaine, l'amendement fondamental de la loi publique américaine. Mais qu'elles avaient défendu de manière assez maladroite lors d'une audition au Congrès, ça avait été très mal compris. Oui, au point de valoir leur tête, enfin figurativement parlant. Mais au-delà des présidents d'université, quelles sont les voies institutionnelles de représentation et d'expression des voix palestiniennes ? Les militants pro-palestiniens aux États-Unis s'expriment au travers de vraiment une myriade d'associations et d'ONG. La plus connue, c'est le Palestinian Youth Movement, PIM, qui a organisé notamment une marche nationale pour la Palestine le 4 novembre dernier à Washington. Il y a eu quand même 300 000 personnes et 400 organisations impliquées. Ah oui, 300 000 personnes, on est bien au-delà des effectifs d'un campus américain. Oui, ça montre bien que la mouvance pro-palestinienne s'étend au-delà du monde étudiant. Et alors, cette colère, est-ce qu'elle a des traductions politiques et en particulier, est-ce qu'elle a des traductions politiques dans le contexte de la campagne présidentielle ? Absolument, et c'est très inquiétant pour la campagne de Joe Biden, parce que dans les primaires démocrates de ce printemps, un pourcentage notable d'électeurs a refusé de voter pour Joe Biden pour signifier son refus de la politique de l'administration qui est considérée comme inconditionnellement pro-israélienne. Ces électeurs ont donc voté non-committed, sous-entendu non engagés pour Joe Biden. Dans le Michigan, cet État qui a une forte communauté arabe et musulmane, ce sont 13% des électeurs démocrates qui ont voté non-committed. C'est monté jusqu'à 19% dans le Minnesota. Oui, alors dans le cadre d'une élection dont on sait déjà qu'elle sera fortement contestée entre les 2 candidats, évidemment, faire le plein des voix, y compris les voix arabo-musulmanes aux États-Unis, est absolument crucial pour le candidat démocrate. Et est-ce que c'est à ça qu'on peut attribuer sa parole de plus en plus claire et de plus en plus distancée, comme je disais, vis-à-vis d'Israël ? C'est indéniable que c'est l'une des raisons des appels à la modération de plus en plus forts, de plus en plus audibles de la part de l'administration Biden. Je précise que c'est pas seulement le plein des voix arabo-musulmanes, parce qu'ils sont très peu nombreux, mais il faut faire le plein des voix pro-palestiniennes. Oui, vous avez raison, on est effectivement bien au-delà de ce groupe démographique ou religieux. Mais alors, ça c'était pour le côté pro-palestinien. Quid de l'électorat juif dont on sait qu'il est plutôt démocrate ?
La première chose à dire, c'est que l'électorat juif, lui aussi, est très peu nombreux aux États-Unis. On parle de 2%. Il est en effet plutôt démocrate, libéral, progressiste et très anti-Netanyahou, parce que ce Premier ministre israélien est considéré comme étant d'extrême droite. Ils sont néanmoins très touchés par les attaques du 7 octobre et très horrifiés par ce qui se passe à Gaza, donc c'est vraiment une situation très difficile. Et du coup, on assiste très certainement à une reconfiguration des ONG juives ou pro-israéliennes, et notamment de J Street. J Street, vous nous dites ce que c'est ? C'est un lobby très modéré de centre-gauche qui a été fondé en 2008 et qui porte une parole pro-Israël, pro-peace, c'est-à-dire à la fois pour Israël et pour la paix, ce qui n'est pas du tout la ligne de AIPAC, qui est la grande organisation pro-israélienne de droite, conservatrice. C'est le American Israel Political Action Committee. Ce lobby, il est très influent auprès des élus républicains. Il a notamment organisé, c'était sous Obama, à 2 reprises, en 2011 et en 2015, des standing ovations sans fin au Congrès lors d'un discours de Benjamin Netanyahou. Mais alors face à AIPAC, qui est donc le parti de Netanyahou aux États-Unis, si je comprends bien, J Street fait figure de l'organisation de gauche et la plus à gauche ? Non, elle fait figure d'organisation de centre-gauche, mais il y a encore plus à gauche des organisations juives qui sont carrément pro-palestiniennes, comme Jewish Voices for Peace, créée en 1996 et qui réunit 750 000 membres autour du slogan « Not in our name ». C'est pas en notre nom que vous pouvez faire des politiques que nous trouvons atroces. Une autre organisation de gauche, c'est If Not Now, fondée en 2014 et qui s'oppose à l'occupation israélienne de Gaza et de la Cisjordanie. If Not Now, qu'on pourrait traduire par « c'est maintenant ou jamais », c'est maintenant qu'il faut agir. Mais vous parliez d'une reconfiguration dans tous ces mouvements de pensée et ces représentations institutionnelles. De quoi vous vouliez parler exactement ? Oui, cette reconfiguration, elle concerne principalement J Street. Cette organisation donc de centre-gauche qui se voulait modérée, eh bien, elle est critiquée pour n'être pas assez exigeante face aux actions du gouvernement israélien. Il y a d'abord eu un débat sur l'emploi contesté par les responsables de J Street du terme de génocide pour désigner les actions de l'armée israélienne dans Gaza. Cette organisation aussi, elle se veut pro-paix, or elle n'a encore jamais appelé à un cessez-le-feu dans la région. Résultat, un certain nombre d'employés de J Street ont démissionné. Et ce qu'on voit, pour conclure, c'est que sur ce sujet-là, aux États-Unis, la modération semble impossible. Oui, j'ai envie de dire aux États-Unis comme ailleurs. J'espère néanmoins que vous aurez permis de donner des éclairages nuancés sur cette question ô combien difficile. Je vous remercie et nous nous retrouverons, Laurence, la semaine prochaine. Merci Romain, à la semaine prochaine. Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.